Alors, une question qui va peut-être nécessiter un certain développement, mais je voulais vous demander si la politique de Vladimir Poutine doit être analysée et comprise avec les mêmes grilles de lecture qu'au temps de la guerre froide. Oui, alors ça c'est très intéressant. Alors non, parce que non, pourquoi? Parce que alors vous avez beaucoup de gens même parmi les soviétologues et russologues qui souvent sont devenus des spécialistes de la Russie, hein, puisqu'ils étaient soviétologues, spécialistes de l'Union soviétique, ils sont devenus spécialistes de la politique en Russie. Vous en avez beaucoup qui sont dans l'idée un petit peu que au fond Vladimir Poutine n'est qu'une marionnette et que les gens qui dirigent vraiment sont derrière. Bon, et vous en avez d'autres qui disent non, c'est Poutine qui a un pouvoir absolu et qui commande tout le monde. Bon. Moi, en tant qu'historien, historionome, connaisseur généralement de ce qui se fait, des mécaniques historiques, des mécaniques sociologiques et politiques qui se produisent dans ce genre de situation, c'est-à-dire après l'effondrement de l'ancien régime, hein, finalement, puisque l'Union soviétique c'est l'ancien régime de la Russie, j'opte complètement pour la deuxième analyse. C'est-à-dire que les gens qui pensent que Vladimir Poutine ne pourrait n'être qu'une espèce de figure qui serait mise en avant par un système de KGBistes euh, qui seraient les véritables dirigeants, hein, ça me paraît être une vision qui, qui, qui est trop calquée sur ce qui se faisait en Union soviétique. C'est justement l'ancien système. Hein. L'ancien système soviétique, c'était quoi? C'était au Politburo, étaient rassemblés tout un tas de factions, et à la tête, vous aviez un secrétaire général dont le pouvoir n'était pas absolu, hein, qui pouvait même parfois se faire débarquer, comme Nikita Khrouchtchev, hein, par ceux qui étaient derrière. Donc vous aviez des grandes factions, vous aviez quelques factions, deux ou trois, c'était finalement un pouvoir oligarchique. Hein. Vous aviez le KGB, vous aviez l'armée, donc c'était des choses qui s'interpénétraient, mais qui étaient des factions différentes. Vous avez les gens qui étaient plutôt réformistes, plutôt pour la paix avec l'Occident. Vous aviez les durs du régime. Toutes ces factions s'étaient constituées après la mort de Staline, puisque vous aviez le type puissant qui était mort, et tous les gens qui gravitaient en dessous de lui, là, sont devenus des factions. D'accord. Ils sont restés des factions jusqu'à la fin de l'URSS. Bon. Le système Poutine, c'est pas ça. Poutine, donc ce système, il s'est décomposé, d'accord, après la chute de l'URSS, le pouvoir central s'est effondré, et toutes ces factions, elles se sont mises à agir de leur côté avec des gens qui essayaient de faire leur fortune, hein, c'était les oligarques. Donc en fait, tout ce système s'est complètement effondré, et ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'est il a profité des ruines de ce système, c'est-à-dire du fait qu'il n'y avait plus ces factions qui étaient fortes, qui se neutralisaient entre elles, hein, qui jouaient sans arrêt sur un équilibre. Elles ne faisaient jamais en sorte d'en détruire une. On s'alliait toujours pour maintenir un équilibre. Poutine, lui, est arrivé et sur les ruines de ce système, il a construit un pouvoir absolu. C'est ce qui se passe toujours. Hein. Si vous regardez Napoléon, Napoléon avait fait la même chose. Sous la monarchie absolue, le pouvoir du roi, hein, monarque absolu, sur Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, n'a jamais été un pouvoir aussi absolu que celui de Napoléon sous l'Empire. Pourquoi? Parce que tout un tas d'institutions qui existaient, et avec le roi même absolu devaient composer, ont été détruites dans le chaos révolutionnaire. Résultat, quand Napoléon est arrivé, il a pu reconstruire lui-même tout, hein, à son service, souvent sans intermédiaire, et donc bâtir un pouvoir bien plus absolu qu'il n'en avait jamais eu. D'accord. C'est ce qu'a fait Poutine. Poutine, il a rebâti ce qu'il appelle la verticale du pouvoir, avec lui au sommet, d'accord. Il y a peut-être des factions, mais elles sont en dessous de lui. Et c'est lui qui les gère, c'est lui qui les équilibre, donc c'est lui qui a le pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'en Russie, Poutine est le personnage le plus puissant depuis la mort de Staline. Personne n'a jamais été aussi puissant en Russie depuis la mort de Staline. Hein. Ce pouvoir absolu n'a jamais existé depuis la mort de Staline. Staline qui lui-même avait construit un pouvoir absolu sur les ruines du pouvoir des tsars. Hein. Les tsars n'avaient jamais été aussi puissants que Staline eux-mêmes, puisqu'on était dans le même schéma. Hein. Et donc Staline avait pu créer ce pouvoir absolu, et cette fois-ci c'est Poutine qui l'a fait sur les ruines de l'URSS. Alors pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. D'abord au plan interne, ça veut dire que Poutine est inamovible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur une espèce de cabale pour le virer. Ça ne marchera pas. Vous pouviez compter sur une cabale pour virer Khrouchtchev, hein, en jouant sur certaines factions. Vous ne pouvez pas le faire avec Poutine. Ça a aussi
Alors, en plus, si vous voulez, ce mouvement, il va se renforçant de la verticale du pouvoir de Poutine. D'ailleurs, c'était le cas aussi du pouvoir de Napoléon. Napoléon a été de plus en plus puissant jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il tombe. C'est le cas d'Hitler, d'ailleurs, aussi en grande partie, hein, puisque le régime nazi a jamais été aussi puissant, aussi solide, aussi absolu que dans la dernière année après l'opération Valkyrie, c'est-à-dire après l'attentat contre Hitler en 1944. Hein, là, ça a été une prise du pouvoir totale par le parti, des purges, etc. C'est le moment où ça a ressemblé le plus au système stalinien, en fait. Et Napoléon lui-même, si vous regardez, il y a eu de moins en moins de journaux, par exemple, à Paris, surtout à Paris, qui était le centre politique. En province, c'est un petit peu différent, mais Napoléon a réduit sans arrêt le nombre de journaux, c'est significatif, jusqu'à la fin. Et je crois qu'à partir de 1811, il n'y avait plus qu'un seul journal à Paris, qui était le Moniteur, si je me souviens bien. Et le pouvoir, c'était tellement centralisé que Napoléon écrivait une partie des articles dans le Moniteur lui-même. Hein. Donc c'était vraiment une concentration absolue du pouvoir. Et Poutine, il est dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que son pouvoir ne cesse de se renforcer. Il entre à aucun moment en déliquescence avec des gens qui viennent. Non, non, son pouvoir se concentre de plus en plus. Et le dernier exemple en date, c'est la création de cette garde nationale, là, sous les ordres de Viktor Sokolov, il s'appelle, ou Sokorov, je me souviens un nom comme ça, qui devrait faire à peu près 300 ou 400 000 hommes, ce qui est énorme, hein, à l'échelle du pays. Et qui rassemblera à la fois l'antiterrorisme, la police des manifestations, tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'esprit, hein, tout simplement, quand vous faites en sorte que ce soit le même corps qui s'occupe à la fois de lutter contre le terrorisme et de réprimer les manifestations interdites, ça veut dire que tout manifestant est un terroriste. Hein, c'est ça l'idée qui apparaît. Donc on a vraiment une totalitarisation, si vous voulez, du régime. Le régime de Poutine évolue de plus en plus vers une sorte de totalitarisme. Et j'en termine avec du coup ma question de la différence avec l'URSS dont on parlait. Parce que j'ai abordé le problème interne, et ensuite il y a effectivement le problème externe. Qu'est-ce que ça change dans la politique internationale de la Russie, ce pouvoir de Poutine? Ça change beaucoup de choses, on en reparlera au moment effectivement de parler du danger, mais déjà je lance cette idée parce qu'elle est importante et il faut l'avoir en tête. C'est que finalement, durant la guerre froide, il y avait une forme d'équilibre entre la façon dont était gouvernée l'URSS et la façon dont étaient gouvernés les pays occidentaux. Pourquoi? Notamment les États-Unis. Pourquoi? Alors certes, c'était pas le même régime. D'un côté, vous aviez un régime totalitaire, de l'autre, vous aviez un régime démocratique. Mais au plan de la prise de décision, on avait des mécaniques voisines. C'est-à-dire que les deux, finalement, si vous modélisez, se comportaient comme des oligarchies. C'est-à-dire des camps dans lesquels il y avait des factions. Donc je disais à l'instant qu'il y avait des factions soviétiques, certaines qui étaient pour la détente, d'autres qui étaient pour peut-être la guerre avec les États-Unis, en tout cas pour la stratégie de la tension. C'était exactement la même chose dans les pays occidentaux et notamment aux États-Unis. Vous aviez certains camps démocratiques, au sein de la démocratie, vous aviez certains camps politiques qui étaient pour la détente avec l'URSS, vous en aviez d'autres qui étaient pour une stratégie plus de la tension, hein, pour le fait de dire niet, comme disait Reagan, hein, refuser de se coucher devant la puissance soviétique. Et des deux côtés, donc, vous aviez des appareils d'État et de prise de décision assez lourds, puisque pour aller jusqu'à un conflit, pour aller jusqu'à une opération armée, hein, que ce soit au Vietnam ou en Afghanistan par exemple, vous deviez avoir un processus de décision complexe qui devait amener à une forme de consensus. Alors dans la démocratie, c'est transparent, c'est ouvert, vous avez un débat dans la presse, vous avez les gens qui discutent, et finalement on sonde l'opinion publique et on voit si oui ou non on y va. Hein. Dans un système totalitaire, la prise de décision, elle est à peu près pareille, à la différence que c'est caché, c'est dissimulé, hein, c'est dans le secret du politburo. Mais de la même manière, vous avez des factions qui vont s'affronter et qui ne décideront d'une action d'envergure à l'étranger que lorsqu'elles atteindront un degré de consensus suffisant. Donc finalement, si vous voulez, sur la mécanique, c'est à peu près pareil. Dans les deux cas, ces systèmes interdisent que des décisions soient prises du jour au lendemain, par exemple. Hein, vous ne pouvez pas avoir la décision du jour au lendemain d'envahir un endroit. Quand vous avez des systèmes de factions, que ce soit dans un régime totalitaire ou dans un régime démocratique, cela va nécessairement imposer un temps de débat, un temps de naissance d'un consensus, et ensuite vous aurez la décision qui pourra être prise. Donc on la voit venir, si vous voulez. D'accord? Dans les deux cas. Donc ça a équilibré le jeu de la guerre froide, parce que des deux côtés, à chaque fois, on avait le temps de se jauger, et finalement d'arriver à négocier dans un sens ou dans l'autre et à calmer le jeu. Donc il n'y a pas eu de guerre. Hein, bon. Là, c'est différent. Là, c'est différent parce que je dis maintenant, on a un système à l'ouest
qui reste démocratique avec ses pesanteurs et donc ses équilibres. Et de l'autre côté, on a Vladimir Poutine, qui décide d'aller où il veut quand il veut, en gros. Hein, et qui en est de plus en plus capable à mesure que son régime devient plus autoritaire, totalitaire, centralisé. D'accord. Et donc là, on va franchir une autre étape avec sa garde nationale et la tenue des élections, tout ça. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, s'il veut, et on l'a vu faire, hein, s'il veut annexer la Crimée, il annexe la Crimée. Ça lui prend 2 semaines. Même pas. Hein. S'il veut intervenir en Syrie, il intervient en Syrie. Ça lui prend 2 semaines. Et tout le monde regarde, ah zut, il y est déjà. Parce que nous, en fait, je dirais, il aurait fallu 3 mois rien que pour décider d'y aller. Vous vous souvenez le temps qu'il a fallu pour décider d'aller bombarder l'État islamique? Faire des coalitions, oui, non, est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'on va pas se prendre des trucs, un truc? Vladimir Poutine, il décide, dans les 2 semaines, il y est, il y a ses avions et tout, hop, il commence à bombarder. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Poutine, il a un avantage stratégique, on y reviendra quand on parlera du danger, c'est que il peut décider de frapper à un endroit, le faire, et avant même que les gens en face aient fini de discuter pour savoir s'il faut, comment est-ce qu'il faut intervenir, lui, il aura obtenu ce qu'il voulait, et il n'aura plus qu'à dire, bon, je suis prêt à négocier ceci et cela. Donc en fait, et donc les gens vont mettre la démocratie en face va mettre un stop sur son processus de décision de savoir qu'est-ce qu'on fait, et va repartir dans un processus de décision sur la base de ce que Poutine dira une fois qu'il a mis tout le monde devant le fait accompli. Et pendant qu'on va réfléchir sur ce nouveau truc, il pourra encore faire autre chose, ou bien profiter de consolider ses acquis, et donc finalement les démocraties auront rien pu faire, parce qu'elles n'ont pas le même temps de réaction que lui. Donc ça, il y a une véritable différence dans le jeu géopolitique actuel et celui de l'époque de la guerre froide, ce qui à mon avis fait que, et on en parlera sans doute la prochaine fois, la prochaine guerre sera pas froide, parce que Poutine peut faire des guerres chaudes, et profiter du fait que la démocratie préfère une guerre froide, c'est-à-dire hop il a fini, et donc jouer sur le fait que la démocratie reculera toujours, hein, ce que faisaient aussi Hitler et Napoléon dans une certaine mesure. Ça sans doute on en parlera la prochaine fois, mais déjà il faut bien comprendre ça, c'est que le jeu n'est plus le même. Alors dire qu'on a un retour de guerre froide, pour moi, c'est une courte vue, c'est raisonné. Il y a des gens souvent, parce que je dis que la Russie est un danger, qui m'accusent d'être resté bloqué dans un logiciel de guerre froide. Pas du tout. Moi, j'ai tout à fait admis la fin de la guerre froide. Même souvent, ceux qui me disent ça sont des gens qui sont bloqués dans un logiciel d'avant 2008, c'est-à-dire avant l'invasion de la Géorgie. À partir de l'invasion de la Géorgie, on a compris une chose, c'est justement qu'on est encore dans un nouveau système post-guerre froide et post-terrorisme islamique même, qui est celui d'un retour de la Russie comme puissance, mais comme puissance aussi dangereuse qu'elle n'était pas à l'époque de l'URSS, après la Seconde Guerre mondiale, mais telle qu'elle était à l'époque de Staline. Staline qui prévoyait d'envahir l'Europe, il faut s'en souvenir, vraisemblablement avant qu'Hitler attaque déjà, et qui n'avait pas pu parce que bon, Hitler lui rentrait dans le premier, mais Staline reprévoyait d'envahir, d'attaquer l'Occident au moment où il est mort. Hein. Il avait prévu de faire de grandes purges, comme il avait déjà fait en 1937, et de recommencer et d'attaquer l'Ouest. D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait des spécialistes soviétiques qui travaillaient pour aider les Chinois à faire leur propre bombe atomique, parce qu'ils voulaient s'allier aux Chinois pour attaquer l'Ouest, permettre aux Chinois, à eux, d'attaquer en Asie, et bloquer comme ça la puissance américaine. Donc on en est revenu à ce niveau de danger là. C'est ce que ne comprennent pas les gens qui me disent vous êtes bloqué dans un logiciel de guerre froide. Non, non, on n'en est plus là. On n'en est plus à la guerre froide là. On est à un danger qui est beaucoup plus imminent.